Depuis plusieurs heures, la tempête a séparé ce jeune phoque de sa mère. C'est déjà un orphelin, car une fois séparé d'un petit de moins d'un mois, une femelle ne tentera pas de le retrouver. Mais qui d'autre pourrait s'inquiéter de son sort? Personne. Les phoques moines de Méditerranée sont tellement peu nombreux, fantomatiques, invisibles, que nul ne connaît même leur existence. Dans l'indifférence, ce petit survivant d'une époque révolue lutte pour sa vie. Il est perdu. Alors il se cache, disparaît. Il peut tomber dans l'oubli. Pour tout le monde, cette espèce a déjà disparu. Le phoque moine est un animal unique. Plus vieux représentant de son genre depuis 12 millions d'années, cette espèce est la seule à vivre dans les eaux tièdes ou chaudes de la Méditerranée et des tropiques. Cette adaptation lui a permis de se développer par millions, et pourtant seuls survivent aujourd'hui de minuscules groupes sur des îles éloignées de Grèce, le long des falaises abruptes de Mauritanie et sur quelques îlots du Pacifique. Mais comment en est-on arrivé là? Durant l'Antiquité, ils sont l'incarnation des sirènes depuis que la sœur d'Alexandre le Grand prit le pouvoir de se changer en phoque. Considérés comme bénéfiques, ils sont très peu chassés, et 300 000 phoques moines vivent alors en toute quiétude le long des plages de la Méditerranée. Homère les décrit alors comme animaux bénis des dieux. Puis vint le temps de la Rome antique. Leur huile commence à être utilisée comme combustible pour les lampes, et leur fourrure très chaude devient très recherchée. Dès lors, les phoques désertent totalement les plages, leur habitat naturel qui ne leur apporte aucune protection, et terrifiés par la présence de l'homme, ils partent se réfugier dans un habitat moins favorable, les grottes. À la fin du Moyen Âge, l'apparition des armes à feu augmente l'ampleur du massacre. Une chasse à outrance est ouverte. Accusés de concurrence déloyale envers les pêcheurs, ils sont traqués comme des nuisibles. Ils deviennent alors tellement rares que les derniers phoques capturés sont trimballés et exposés comme curiosité par des saltimbanques itinérants. En 1970, le dernier phoque moine de Corse est tué. Il en va de même pour ceux des Baléares, de Sardaigne et des îles Canaries. De nos jours, quelques 200 individus dispersés dans les îles grecques survivent tant bien que mal à la prophétie disant qu'ils ne verraient pas le 3e millénaire. En 1990, pour tenter d'enrayer le déclin annoncé des phoques moines, le CITES, organisme de l'ONU chargé de classer les espèces en voie de disparition, les déclare à la limite de l'extinction et une protection totale est mise en place. Obligation est faite aux pêcheurs de les relâcher et tuer un phoque est passible de prison. Mais les préjugés ont la vie dure et les pêcheurs ont du mal à prouver que leurs mentalités ont profondément changé. Depuis 7 ans que les professionnels sont dédommagés pour la perte de leur filet, plus aucun animal n'a été retrouvé tué par balle. Ce lent processus de réconciliation et de compréhension, on le doit uniquement au travail de la Société grecque de protection du phoque moine, créée par le docteur en biologie Panos Dendrinos. Depuis 25 ans, ce biologiste sait que cet animal, au sommet de la chaîne alimentaire du milieu côtier de Méditerranée, très exposé aux pollutions humaines, est le meilleur indicateur de santé. L'extinction de cet animal serait le présage de la perte de contrôle de ce milieu.
À ses débuts, Panos commence par repérer les endroits où les animaux sont encore présents. C'est l'archipel des îles éparses, et en particulier la zone de l'île d'Alonisos. Il arrive à le faire classer parc naturel, convainc les pêcheurs que la cohabitation est possible, fuit la publicité pour éviter l'afflux des curieux et commence une surveillance quotidienne. Au bout de 10 ans, les mammifères marins ont repris confiance. Chose impensable il y a quelques années, certains mâles un peu plus courageux reprennent même timidement la place qui était la leur et montent sur les plages. Une vision disparue depuis la Grèce antique. À peine une première étape. Panos voudrait maintenant franchir un nouveau pas. Il est évident que la population des phoques, recluse dans ces grottes, ne peut pas se développer au-delà du nombre actuel. Environ une centaine d'individus pour la zone du parc. Il leur faut plus de place. Et l'espace dans ces îles touristiques, c'est de l'argent, des hôtels, des clients. Il faut que les animaux effacent leur peur viscérale des hommes. La Grèce, qui mise beaucoup sur le tourisme, ne peut se permettre d'abandonner des îles entières aux phoques. Il faut donc que les animaux acceptent la cohabitation. Un long travail d'approche et de patience qu'Alexandros, un jeune biologiste qui a rejoint l'équipe de Panos il y a 4 ans, tente au quotidien. Ces animaux sont tellement craintifs que certains biologistes travaillant sur les phoques n'en voient guère plus d'1 ou 2 par an. En plus, l'animal est impressionnant. C'est la plus grande espèce de phoque, environ 3,50 m pour un adulte et autour de 400 kg. Et les mâles peuvent devenir très agressifs s'ils se sentent coincés. Cela fait des semaines qu'Alex tente d'amadouer celui-ci. En général, la fuite intervient au bout de quelques minutes. Apparemment, la patience et le calme semblent payer. Le vieux mâle est aujourd'hui assez tranquille et disposé à partager sa sieste. Cette cohabitation avec l'homme, seul moyen d'augmenter les populations, est un enjeu vital de survie pour la colonie. Dans le cas des mammifères supérieurs, une population de moins de 500 individus ne permet pas d'écarter le danger d'extinction. Il faut que, comme ce mâle, les phoques reproducteurs refassent leur nid d'algues sur les plages. Le phoque moine est un animal très timide et normalement dort, se repose et se reproduit dans des grottes reculées et inaccessibles, loin des activités humaines. Aujourd'hui, juste devant nous, un grand mâle adulte se repose sur une plage ouverte dans les limites du parc national, profitant de la sécurité de ce sanctuaire. De son point de vue, ce mâle dominant peut surveiller les grottes de reproduction qui sont aux alentours. Les mâles établissent des territoires bien précis qu'ils défendent contre les autres mâles. Ces territoires contiennent les grottes de reproduction, bien sûr, mais surtout les femelles qui y habitent. Les mâles se livrent à de durs combats pour garder leur territoire. Celui-ci en particulier est l'un des plus forts du parc. Et l'on peut voir sur ses nageoires arrière plusieurs blessures qui lui ont été infligées par d'autres mâles pour le contrôle de cet espace. À l'époque de leur multitude, ces phoques étaient tellement nombreux en Méditerranée que certains groupes ont passé Gibraltar pour s'installer le long des côtes africaines, descendant jusqu'au Sénégal. Par les hasards de la guerre, une zone de conflit permanente entre le Maroc et la Mauritanie a protégé une de ces colonies. C'est le Sahara occidental. Ici, la prudence est de règle. Des milliers de mines tapissent le terrain et il faut rouler toujours dans les mêmes traces et marcher sur des empreintes de pas existantes. Pour l'équipe scientifique espagnole de Pablo de la Rinoa,
la présence permanente de guides mauritaniens est incontournable. Le projet de conservation des phoques moines au Cap Blanc a pour objectif de faire remonter les effectifs de cette colonie et essaye de lui faire gagner du territoire, d'une façon naturelle, afin qu'elle récupère une partie de son aire d'origine, le long des côtes de Mauritanie et du Maroc. Pour cette colonie, il y a des contraintes très particulières. Les fortes tempêtes, avec une houle énorme et un ressac très fort, changent en permanence la forme des plages et les rendent difficiles d'accès, principalement à marée haute. Il en résulte une grande mortalité juvénile due à la séparation de la mère et de son petit. Une fois seul, le petit qui sait à peine nager se noie ou se fracasse contre les rochers. Le bilan, principalement en automne et en hiver, où la mer est très forte, se traduit par la perte de 60% des jeunes de l'année. Pourquoi porter un tel intérêt aux animaux mauritaniens? Quel est le lien avec la Grèce? Pourquoi passer de longues années à les étudier? Leur nombre, bien sûr. Sous ces falaises, près de 350 phoques vivent en groupe. Une colonie parfaitement équilibrée disposant d'une grande diversité génétique. Depuis longtemps, une idée trotte dans tous les esprits. Pourquoi ne pas capturer quelques phoques mauritaniens et les ramener en Grèce? Ainsi, on s'approcherait du chiffre fatidique des 500 animaux, qui est la garantie de la survie de l'espèce. Dans nos recherches, il y a différents aspects. Le plus important, c'est la protection de l'habitat où vit cette colonie. Pour cela, nous avons créé une aire maritime et terrestre interdite à tout passage humain. Les animaux y sont protégés des pêcheurs et de leurs filets, et aussi des gens pouvant venir des falaises. À cet endroit, les phoques disposent d'une aire de pêche et de jeux qui leur est totalement réservée. Nous sommes particulièrement vigilants pendant les périodes de reproduction, pour que les petits, déjà en péril avec les vagues, n'aient aucune chance de se prendre dans des filets ou de mordre à des hameçons. Tentant, bien sûr, d'utiliser ces animaux pour la réintroduction. Mais ont-ils un mode de vie qui pourrait s'adapter? Pour le savoir, il faut avant tout les protéger et s'assurer que leur nombre ne diminue pas. Le jeune phoque perdu a été repéré par le réseau d'observateurs mis en place par l'équipe de Panos. Pour Dimitri, le nom que lui a donné l'équipe, c'était un jour de chance. Rapidement rapatrié vers Alonissos, dans la structure de sauvetage pour bébés phoques tenue par Elena, l'allié de toujours de Panos, Dimitri est pris en charge par la vétérinaire qui s'assure que ses fonctions vitales sont indemnes et qu'il ne nécessite pas d'opération urgente. Dans le cas de Dimitri, les examens ne sont pas bons. Il est faible, ses analyses de sang ne sont pas très encourageantes. Mais je pense qu'il a une chance de survivre et d'être relâché plus tard en mer. Ne disposant pas bien sûr de lait de femelle, il faut passer immédiatement à un régime à base de bouillie de poisson. Au début, le jeune très faible doit être gavé de force. Le premier seuil de succès viendra quand il acceptera de se nourrir seul de proies non vivantes.
Pendant 6 mois, il va falloir lui apprendre les gestes que sa mère n'a pas pu lui transmettre. Nager, reconnaître ses proies habituelles, chasser. Je dois dire que l'étude de cette espèce de mammifère marin est extrêmement difficile. Ils utilisent ces grottes sombres pour leur repos et leur reproduction. Comme ils sont peu nombreux, nous ne pouvons pas utiliser les méthodes classiques des programmes de recherche habituels comme la photo-identification. La grande différence entre les phoques de Grèce et ceux de Mauritanie, c'est que ces derniers forment une seule et même grande colonie. Juchés sur les falaises, hors de leur regard, il est assez facile de les étudier, de les identifier, de les compter. En Grèce, les phoques sont répartis en minuscules groupes de 3 ou 4, très dispersés et souvent assez mobiles. C'est un tout autre problème. Ici, nous devons faire preuve d'imagination et trouver des nouveaux systèmes de travail sans pour autant gêner les animaux pendant l'observation. Nous avons donc décidé d'installer un système de caméras infrarouges pendant la période de reproduction dans les grottes que vous voyez derrière moi. Ce sont près de 8 tonnes de matériel de construction et d'électronique qui sont transportés à dos d'homme. Avec ce système de caméras infrarouges, Panos et Alex, son assistant, vont les observer jour et nuit. Apprendre ce qui se passe dans le secret des grottes. Combien de femelles pour combien de jeunes? Laissent-elles les petits seuls pour aller se nourrir? Quittent-elles les grottes quand les vagues sont trop fortes? Quand les mâles sont-ils là? La première étude de comportement pour cette espèce qui joue les fantômes. Ce projet a débuté il y a 2 ans et continue encore. Les résultats montrent que les animaux ne sont pas dérangés par la présence des caméras dans les grottes et nous ont permis de collecter un savoir important sur leur physiologie et leur comportement. Par exemple, nous avons appris que les femelles pleines et celles qui sont accompagnées de nouveau-nés ont besoin d'un espace vital dans la grotte. Et elles se battent pour défendre cet espace contre l'intrusion de nouveaux animaux. Ces batailles entre femelles étaient un comportement dont nous n'avions aucune idée et qu'il aurait été impossible de découvrir sans l'aide de ces caméras, juste en les observant de l'extérieur. Le résultat de ces études prouve que dans une grotte particulière, seulement un nombre réduit de femelles avec leur nouveau-né peut séjourner au même moment. Il est donc clair que pour augmenter le nombre de cette population, il faut impérativement protéger plus de zones dans leur aire de distribution. À l'autre bout de la Terre, un projet similaire à celui de Panos a vu le jour dans les années 60 concernant l'autre espèce de phoque moine survivante, le phoque moine d'Hawaï. Ils ont donc 20 ans d'avance sur les Grecs. Dans cet univers entièrement dédié au surf et au culte de la plage, les phoques moines avaient perdu sur la grande île d'Hawaï l'ensemble de leur territoire au profit d'immenses complexes hôteliers. Ils s'étaient retranchés sur des récifs lointains. Pourtant, depuis 5 ans, les mammifères marins reprennent du terrain et il n'est plus rare de trouver des phoques tranquillement avachis sur des plages sans se soucier des gens alentour. Projection vers l'avenir pour le tourisme grec, les phoques sont considérés ici comme un plus touristique. Ils donnent à Hawaï un statut d'île nature. Tout est fait désormais pour que les phoques soient laissés tranquilles et reviennent en masse. La technique de cohabitation semble assez simple. Une série de panneaux et un cordon de sécurité placé par une armée de bénévoles entourent chaque nouvel arrivant afin d'empêcher les gens de s'approcher. Et tous sont ravis de pouvoir contempler la nature sauvage au pied de leur hôtel. Cette mère avait déjà mis bas au même endroit l'année dernière, vers Maolo Point, de l'autre côté de la plage. Rendre les phoques rentables. Voilà un argument de poids pour faire changer les mentalités en Grèce. Le tourisme nature a le vent en poupe et bien des îles grecques pourraient miser dessus et être ravis d'accueillir les phoques.
Une idée qui fait lentement son chemin, prenant pour exemple la douceur tropicale du Pacifique, où tout le monde désormais y trouve son compte. La longue expérience des Hawaïens permet aux Grecs de visualiser l'après-sauvetage de l'espèce, de se projeter vers 2020-2030, et ainsi essayer de devancer les futurs problèmes avant qu'ils n'arrivent. Car tout n'est pas aussi évident. L'histoire ici est identique à celle d'Alonisos. Les scientifiques américains du NOAA, l'équivalent de notre ministère de l'écologie, mené par le biologiste Bud Antonellis, d'origine grecque, cela ne s'invente pas, ont repéré il y a 25 ans les zones de plus haute fréquentation des phoques. Au milieu du Pacifique, à 800 km à l'ouest d'Hawaï, ce sont des îles isolées appelées Western Hawaii Islands. Une série de récifs affleurants, baignés d'une eau limpide et turquoise, entrecoupés de longues langues de sable. Le NOAA déclare alors cette zone parc national et y interdit toute forme de pêche et de tourisme. Dans ces récifs poissonneux, tout semble calme. Les proies sont abondantes et rien ne semble pouvoir enrayer l'accroissement de cette population sauvée de l'extinction. En 15 ans, le nombre des phoques augmente pour atteindre environ 1000 individus qui se sont spécialisés dans la pêche aux pieuvres. Dans cet univers paradisiaque, la peur de l'homme a fait place à la curiosité. Les phoques moines n'hésitent plus à rendre visite aux bateaux de passage, bien qu'ils aient été largement autant pourchassés et massacrés que les phoques en Grèce. Ces rencontres, qui peuvent paraître anodines, sont la preuve que la confiance peut renaître et rendre la cohabitation possible. Un véritable espoir pour l'avenir à donner aux scientifiques grecs. Pourtant, en se rendant à terre, Wendy Gu, l'assistante de Bud, ne semble pas pleinement satisfaite. Depuis 10 ans, sur ces îles où rien ne semble vouloir troubler la quiétude des animaux, le nombre des phoques stagne. Certains phoques semblent disparaître soudainement de ces îles. Sans aucune raison d'âge ou de maladie, ils disparaissent, tout simplement. Pourtant, cette population est parfaitement connue, soigneusement répertoriée et chaque animal rendu facilement identifiable grâce à de larges marques ou numéros qu'un décolorant grave sur leur pelage. Wendy se doute malheureusement du sort des phoques manquants. À Alonisos, tout semble aller pour le mieux. Dimitri est définitivement hors de danger. Il a pris 20 kilos et, dans l'espoir de sa libération prochaine, on l'équipe d'une balise satellite factice afin de l'habituer à nager avec un petit sac à dos. Cette balise sera remplacée par une vraie lors de sa libération et permettra de suivre ses déplacements. Désormais, il est nourri uniquement des poissons et des crustacés qu'il trouvera dans la nature afin de bien mémoriser leur forme. Mais plus important, on lui donne maintenant une partie de sa nourriture sous forme de poissons vivants afin qu'il apprenne les gestes de poursuite et de chasse. Une fois en mer, il faudra bien qu'il se débrouille seul. À moins qu'il n'attende la venue d'un groupe plus nombreux de phoques moines pour former une nouvelle colonie dans les îles grecques.
L'idée de transplanter une partie de la population mauritanienne vers la Méditerranée reste toujours tentante pour l'ensemble des scientifiques concernés. Les falaises du Cap Blanc sont le meilleur réservoir biologique utilisable pour la survie de l'espèce. Enfin, l'était. En 1997, il y a eu une mortalité massive dans cette colonie. Et en un peu plus de 2 mois, les 2 tiers des animaux sont morts. On est passé alors d'une population de 350 animaux à un nombre autour de 100-110. Cela vous montre la fragilité de ce groupe face à certaines menaces. Les recherches que nous avons menées pour comprendre les causes de cette mortalité oscillent entre 2 hypothèses. Soit une marée rouge, une prolifération de microalgues très toxiques, ou bien le morbillivirus, une maladie virale. La suite des investigations après l'épidémie a confirmé la présence du morbillivirus, un agent pathogène proche de la rougeole pour l'homme ou de la maladie de Carré chez le chien. Dans tous les cas, un virus extrêmement volatile et contagieux dont la propagation est très rapide. Formant un groupe compact, c'est même une chance qu'un tiers des animaux ait survécu. Au bout de 3 mois, les prélèvements ne montraient plus aucune trace de l'épidémie. Cette colonie est aujourd'hui stabilisée autour de 150 individus. Elle a récupéré légèrement depuis l'épidémie, mais on est toujours dans une situation très fragile et encore très vulnérable. N'importe quel nouvel événement ou maladie pouvant engendrer une mortalité de masse, ou encore la présence de l'homme, pourrait désormais non seulement fragiliser ou mettre en péril cette colonie en particulier, mais mettre la survie de l'espèce en général en danger. Dans le plan général de sauvetage du phoque moine, désormais, on n'imagine plus du tout le transport et la réintroduction d'animaux d'un pays vers un autre. On se base désormais complètement sur la recolonisation naturelle et la recherche de nouveaux espaces par les populations endémiques. C'en est donc définitivement terminé de l'espoir d'une nouvelle colonie en Grèce. Du coup, changement radical de technique. Plus de contact avec les animaux, et c'est du haut de la falaise que l'on nettoie à l'eau douce les lentilles des caméras de surveillance. La côte des phoques est composée d'une suite de falaises entrecoupées de plages à ciel ouvert et d'autres plages au fond de grottes. Ces falaises sont faites de roches sableuses et la mer, par son érosion, produit une grande quantité de nouvelles grottes. Quelques-unes d'entre elles réunissent toutes les conditions pour créer des habitats nouveaux pour les phoques, autant pour se reposer que pour se reproduire. C'est ce qui permet aux phoques de survivre à la pression des hommes, car ils peuvent se cacher dans différentes cavernes. Mais il faut comprendre que pour eux, c'est un changement d'habitat. Les plages sont leur domaine normal. Alors même si cet endroit semble idyllique, les jeunes nageant mal et qui seraient normalement rejetés sur les plages sont ici ramenés sur les rochers. De plus, cette roche fragile supporte mal les assauts de l'hiver. Et il n'est pas rare de voir des grottes entières s'effondrer sur la tête des jeunes. Par son côté grégaire et son isolement géographique, cette population est passée soudainement de porteuse de tous les espoirs à en danger critique à maintenir sous haute surveillance. Les efforts de recensement faits par Pablo et son organisation montrent un nouvel accroissement du nombre des animaux. D'autres grottes sont désormais équipées de caméras, car l'espoir des scientifiques espagnols se porte vers la colonisation de nouveaux abris en remontant vers le nord.
Les observations récentes montrent que le taux de natalité est en croissance depuis l'épidémie et que peut-être parce que les mers disposent de plus de place, la mortalité juvénile a tendance à baisser. Pour leur plus grand bonheur, certains animaux solitaires, déjà identifiés dans la grotte principale, font de timides apparitions dans les cavernes encore vides au nord du Cap Blanc. C'est ce qui pouvait arriver de mieux. Aucun renfort animal ne viendra donc de l'extérieur. Pour Panos, Alex et Lena, la solution est à trouver ici. Ils doivent donc continuer leur travail de fourmis, inspecter les grottes l'une après l'autre, s'inquiéter du sort de chaque animal, essayer de découvrir d'autres colonies. Comme pour Dimitri, une de leurs tâches essentielles est de rechercher, pendant la période de reproduction, de jeunes phoques abandonnés ou perdus. La mortalité juvénile bloque l'accroissement des populations. Les phoques moines ont une espérance de vie de 40 ans et sont matures sexuellement vers 6 ans. Chaque couple a donc espoir d'engendrer une vingtaine de petits. En sauver ne serait-ce que 3 ou 4 par an suffirait à faire basculer la natalité vers le positif. Ces deux jeunes n'ont l'air ni maigres ni apeurés. Mais Alexis se méfie de ce genre de situation. Alors, dis-moi. J'ai vu 2 petits, certainement nés il y a à peu près 1 mois. Je n'ai pas vu les mères. Je vais vérifier qu'elles sont là et je reviens. Oh, vas-y, c'est important. Alex est rapidement rassuré. Pour ces deux-là, pas d'adoption en vue. Mais il y en aura forcément d'autres. Alors, elles étaient là? Oui. En fait, une des 2 était là, tu sais, vers la grande entrée de la galerie. Il y en avait une qui me surveillait. Ils étaient comment, les jeunes? Mais ils sont assez gras. L'un d'eux est en train de muer, il semble en bonne santé. L'atoll de Midway, au cœur des West Hawaiian Islands, est une des bases de travail de Bud Antonellis. Cet ancien complexe militaire abandonné dispose encore de nombreuses routes, quais et hangars bien pratiques pour les hommes du NOAA. De plus, l'île est au centre du territoire des phoques. Mais cette position isolée, au cœur du Pacifique, ne présente pas que des avantages.
Il y a de nombreux facteurs qui jouent sur la survie de phoques moines d'Hawaï. Les jeunes sont principalement exposés à s'emmêler dans des débris flottants. Depuis 1992, nous avons trouvé sur les plages un grand nombre d'animaux pris dans des filets rejetés par les tempêtes. Quand on trouve des phoques prisonniers de n'importe quel déchet, on essaie de les libérer au plus vite. Quelquefois, on ne trouve pas les animaux car le morceau de filet ou de corde est lui-même pris sur le récif de corail, loin des côtes. En 1996, nous avons découvert beaucoup d'animaux prisonniers du récif. C'est un problème non seulement pour les phoques moines, mais aussi pour l'habitat où ils vivent. Nous avons déjà libéré plus de 25 animaux cette saison dans l'ensemble des îles. Et Midway ici ne fait pas exception. Les récifs agissent comme des râteaux à l'envers dans le courant. Tout ce que la mer charrie finit un jour sur cet obstacle. Et des déchets, il y en a. Voici le résultat d'un seul jour de tempête. Ce gros tas d'objets flottants est arrivé ici il y a à peine quelques jours. Ils proviennent de toutes sortes d'activités et d'industries présentes dans le Pacifique. Toute chose qui forme une boucle ou un cercle peut étrangler ou passer autour du cou d'un oiseau de mer ou d'une tortue et à court terme causer sa mort. Même dans des morceaux de corde comme celui-ci, les phoques trouvent le moyen de s'entortiller dedans, de se faire couper la peau. Et dans certains cas, cela peut être mortel. Ce sont des machines à tuer. Et ça nous pose un vrai problème ici dans le Pacifique. Nous n'avons aucune idée du nombre de phoques qui disparaissent ainsi. Heureusement, tous ceux que nous croisons sont immédiatement libérés. Chaque année, une équipe de volontaires reste sur cette île de 3 à 5 mois, nettoie les plages et retire tout ce qui pourrait être dangereux. Nous faisons désormais le même travail sur le récif lui-même. Depuis le début de ce programme, en 1996, nous avons évacué plus de 400 tonnes de déchets. Bien sûr, plus on peut en retirer et plus les chances de survie des phoques augmentent. C'est bien l'explication de ces disparitions soudaines et nombreuses qui ennuyait Wendy. Mais est-ce la seule? Pas si sûr. Depuis que le NOAA est présent en quasi-permanence sur les îles, le nombre d'animaux disparus dépasse de beaucoup ceux qui sont retrouvés dans les filets. Il y a une autre explication à trouver. C'est en faisant sa tournée quotidienne d'observation que Bud fut le témoin d'un phénomène autrement plus inquiétant. Une arrivée massive de requins. Attirés par la présence de ces proies faciles, de nombreux requins-tigres se sont sédentarisés autour des îles, arrêtant net l'accroissement de la population des phoques. Une leçon de futur inattendue pour les scientifiques grecs.
De l'ensemble de ces expériences, Panos a tiré une certitude pour la sauvegarde des phoques moines en Grèce. Il faut multiplier les poches de colonisation sur les îles, ouvrir de nouveaux endroits aux phoques. Dans ce sens, il est décidé que Dimitri sera relâché dans un endroit où il y a peu d'animaux. Et c'est aujourd'hui. Le jour de la libération de Dimitri est enfin arrivé. Il est aujourd'hui au meilleur de sa forme. Il pèse environ 60 kg, ce qui est un poids normal pour un animal de son âge. L'ensemble de l'équipe de soins, et principalement la vétérinaire, pense qu'il est capable désormais de se débrouiller seul dans la nature. Nous avons décidé de le relâcher dans un endroit calme du parc naturel, près de l'île de Iora. Dimitri est équipé d'un émetteur satellite qui, espérons-le, nous donnera sa position durant les prochains mois. Timidement, Dimitri a plongé dans l'eau. Il est resté quelques heures près de la plage. Et finalement, après un dernier plongeon, nous l'avons perdu de vue. Il était retourné vers la mer, son élément naturel. J'espère que grâce au satellite, nous continuerons un peu à vivre avec Dimitri et surtout que tout ira bien pour lui. Après la libération réussie de Dimitri, un clin d'œil du destin va confirmer Panos dans sa certitude que c'est uniquement d'espace et de tranquillité dont les phoques ont besoin. La révélation du travail discret et efficace d'une biologiste portugaise au large de Madère. Sur un petit chapelet d'îles perdues et isolées, fréquenté uniquement par des navires militaires, les îles Desertas, une colonie de phoques de 6 individus a été repérée. Vu la rareté de ces animaux, les scientifiques portugais ont immédiatement installé une base d'observation et de recherche. Rosa Pires, spécialiste des pinnipèdes en charge du projet, décide immédiatement de l'urgence du travail à faire. Rien. Surtout ne rien faire et seulement observer. Ne laisser parler que la nature. Voir comment les animaux se comportent, profiter de cet endroit vierge de tout pour observer comment les groupes se forment, se répartissent le terrain. Rosa était dans l'oreille. 5 ans plus tard, les phoques sont passés de 6 à 23, simplement parce qu'ils disposaient de place et de tranquillité. Dimitri a été le premier phoque moine équipé d'une balise satellite en Grèce. Cette étude a mis en évidence des comportements de plongée que l'on ignorait jusqu'alors. Par exemple, Dimitri plonge jusqu'à 125 mètres, ce qui est totalement contraire aux connaissances antérieures, où l'on pensait que ces animaux ne pouvaient pas plonger profond. Et durant les 5 mois où la balise a marché, il a parcouru la totalité de l'espace du parc, restant pendant le premier mois autour de l'île où il a été libéré, puis pour les mois suivants, il est allé d'île en île en parcourant plus de 100 km. Cela nous prouve que si l'on veut protéger efficacement cette espèce, il nous faut protéger des zones très étendues de pleine eau, ainsi que les endroits où ils doivent se reposer. C'est un résultat qui nous rend vraiment heureux, parce qu'il témoigne de l'efficacité de nos méthodes de réhabilitation. N'oubliez pas que ce processus est extrêmement compliqué et fragile, car on ne sait vraiment pas grand-chose de leur mode de vie. Nous sommes heureux, car nous savons désormais que chaque animal que l'on libérera dans le futur sera un animal de plus dans la nature.
Par leur action, Panos et son équipe sont en passe d'enrayer le processus d'extinction des phoques moines en Méditerranée. Rien n'est encore joué, mais ils peuvent regarder en avant et commencer à préparer le futur. Pour que les animaux gagnent leur tranquillité, il faut les faire connaître aux gens des îles, faire changer leur mentalité, préparer la prochaine cohabitation. Une des choses les plus importantes que le MOM fasse est l'éducation des enfants. C'est important car spécialement ici, à Alonisos, les enfants héritent du passé de pêcheurs de leur famille. Il faut qu'ils comprennent qu'en même temps qu'ils héritent de l'expérience maritime de leurs pères et grands-pères, ils héritent aussi d'un environnement très fragile. Notre travail ici est d'aller dans les écoles et de leur apprendre la nature qui les entoure. Ainsi, ils prennent conscience de leur richesse et ils veulent en prendre soin. C'est vraiment important. Comme une réponse inattendue, c'est à l'occasion d'une sortie de classe d'Émilie que Dimitri fait sa première apparition en visite au ponton des pêcheurs d'Alonisos. Nouveau clin d'œil du destin. Certainement touché par l'émerveillement des enfants, l'homme lui donne volontiers les restes de sa pêche. On dirait que le travail de fond commence à porter ses fruits. Les phoques moines sont comme les loups, les ours, les lynx et tous les animaux supérieurs qui partagent leur habitat avec l'homme. Qu'ils vivent ou qu'ils disparaissent ne dépend que de notre volonté. En tout cas, pour les phoques moines de Méditerranée, le destin a été bouleversé. Dimitri ne sera pas le dernier d'entre eux, mais le premier de la génération du renouveau. Le travail de l'équipe de Panos continue, et ils ont trouvé de nouvelles colonies dans d'autres îles qu'ils souhaitent garder secrètes. L'avenir s'éclaircit. Protégé par les limites du parc actuel, Dimitri coule désormais des jours heureux. Il s'est trouvé une compagne et a commencé sa descendance. Ces jeunes, insouciants, ne savent pas bien sûr qu'ils sont des rescapés. Désormais, les phoques moines sont sortis de l'oubli. Faisons tout pour qu'ils n'y retournent pas.